Question à vous poser, qui parmi vous fait du marketing? Très bien. Alors en fait, je vais reposer la question, parce que je pense qu'on s'est mal compris. Qui parmi vous poste des photos, des infos, en espérant recevoir des likes, ou en tout cas créer une relation avec des personnes que vous avez dans vos réseaux? Ok, donc on est bien d'accord, vous faites tous du marketing. Maintenant que ceci est dit, c'est de ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler de ce qui est en train de se passer actuellement, notamment avec quelque chose qui s'appelle le marketing digital, et où l'on voit les marques. Et donc là, je vais vous parler de vous, pas en tant que produit comme Facebook vous parle, mais en tant que marque. Autant reprendre les choses dans notre direction. Aujourd'hui, même les marques sont en train de séparer leur approche du marketing en deux. Avec d'un côté les campagnes, donc ils font encore beaucoup de films, où pendant un mois, on va vous tabasser à la radio, à la télé, sur les petits bandeaux, ou la dernière vidéo du Rire Jaune, ou que sais-je, sur le dernier produit qui vient de sortir, ou le dernier film. Donc ça, c'est la partie campagne. Donc on peut faire un parallèle facile avec vous qui envoyez vos CV à la terre entière en espérant, voilà, en attendant recevoir des coups de fil de recruteurs qui vont vous recevoir pour un entretien pour peut-être le job à la fin. Donc la partie campagne, ça vous le faites. Et ensuite, il y a l'autre partie qui est de plus en plus importante, qui est celle de se dire on va, au-delà d'aller dans la partie campagne, qui nous coûte très cher auprès des annonceurs et qui nous prend plein de temps à identifier les entreprises dans lesquelles on va nous envoyer notre CV et dans lesquelles on va éplucher les annonces et envoyer des candidatures spontanées, il y a une autre approche qui est celle de la communauté, celle de rester en contact, celle de créer quelque chose. Donc ça peut être des blogs, des sites, ça peut en tout cas avoir une présence qui aide les recruteurs à venir vers nous. Donc on ne vend pas, on présente, on donne envie et on espère, on attend de nouveau, que ce soit le recruteur qui, lui, fasse l'effort de venir vers nous. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler beaucoup moins de la partie campagne que de la partie comment est-ce qu'on peut faire pour vous installer dans la durée et éviter de vous positionner. C'est pas, en fait, c'est du bachotage. C'est toujours pareil. Je sais, tout le monde vous dit attention, il ne faut pas réviser 2 jours avant les examens. Voilà, il ne faut pas bachoter. Sauf que, évidemment, on le fait tous. Sauf que là, eh bien, effectivement, vous pouvez toujours bachoter et envoyer vos CV à la dernière minute. Sauf que si vous faites ça, vous serez peut-être pris moins au sérieux. Vous aurez beaucoup plus d'entretien pour valider qui vous êtes. Alors que si vous avez une présence déjà assez péchu, assez costaud sur les réseaux, dans lequel le recruteur a pu suivre le petit lien que je vais vous présenter après, là, d'un seul coup, vous avez une autre stature. Et c'est beaucoup plus simple également pour négocier son salaire, mais je ne vous ai pas dit ça. Alors, je vais me présenter en même temps que je vais vous expliquer 2 choses concernant le monde du recrutement aujourd'hui. Première chose, c'est un peu jeter une pièce d'1 euro en l'air et se demander de quel côté elle va tomber. Parce qu'il y a autant de recruteurs qu'il y a d'hommes et de femmes. De femmes et d'hommes, nous sommes en 2018. On ne sait pas sur qui on va tomber. Vous pouvez très bien tomber sur Emma qui est à droite, qui fait un stage, en alternance, exactement comme vous, et qui va sélectionner des CV de gens qui ont finalement le même âge qu'elle. Vous pouvez également tomber sur Bob, là, qui a 55 ans, mais qui vient de créer sa start-up, et qui, lui, pour le coup, va plutôt chercher des diplômes et des gens qui vont le rassurer, parce qu'il n'a pas le temps de se tromper. À côté de ça, vous avez Léo, Julien, vous choisissez, qui lui travaille dans une grosse boîte installée et qui a des process de recrutement bien cadrés, qui a une présence assez incroyable il est sur Twitter, il a un site carrière avec des valeurs affichées sur lesquelles vous allez pouvoir rebondir en entretien. Bref, lui, il est équipé et donc il va avoir une approche beaucoup plus systématique et même, il a ce que les recruteurs utilisent beaucoup, un ATS. Alors ATS, c'est un Applicant Tracking System. C'est-à-dire que l'image d'Épinal du recruteur qui reçoit votre CV, qui va à l'imprimante pour l'imprimer et le lire et le mettre dans une pile, ça, c'est 77, 78. Mais je pense que depuis, ça existe beaucoup moins. À moins que, effectivement, vous alliez être retenu en entretien. Dans ce cas-là, on va l'imprimer parce que ça va nous servir de support de discussion. Mais aujourd'hui, vos CV sont aspirés en fonction des mots-clés et des rubriques dans le CV.
Parce que l'idée, c'est aussi d'un peu de hacker le système et peut-être reconstruire. Je vais vous donner un autre système tout à l'heure pour un petit peu voilà, tourner les tables vers votre candidature. Bon, en tout cas, l'idée qu'il y a, c'est que le recruteur, ce n'est pas une personne qui se ressemble. On ne sait pas qui est la personne qui est en train de recruter, on ne sait pas quelles sont ses attentes, on ne sait pas quels sont ses critères. On ne sait pas. Donc je ne peux pas vous dire faites ci, faites ça, parce que ce n'est pas possible. Seconde chose, second contexte, c'est première chose, c'est on ne sait pas qui est le recruteur. Seconde chose, c'est le contexte de l'entreprise que l'on ne connaît pas non plus. Là, je vais vous parler un peu de ma vie. J'ai passé 10 ans en Australie, j'avais une société de recrutement, je recrutais des ingénieurs à travers le monde. Je travaillais pour Samsung, Apple et compagnie, bon, les grosses boîtes, même si en Australie, ça reste des petites boîtes quand même, en leur promettant de trouver les meilleurs ingénieurs qui étaient prêts à venir par là-bas et pour bosser, et quelle que soit la nationalité. La nationalité n'était pas un sujet. L'expérience était un sujet. Le diplôme n'était pas un sujet. De nouveau, l'expérience était un sujet. Donc j'étais assez sélectif pour mes clients. Par contre, pour moi en tant qu'entreprise, où je suis passé de 2 dans une cuisine à 350 en 2 ans et demi, là pour le coup, je recrutais tout le monde. Tant que vous parliez un minimum anglais et que vous étiez un être humain et pas une plante verte, vous aviez votre chance. Tellement j'avais besoin d'aide. Et bon, certains ingénieurs se sont fait convaincre, effectivement, de passer du côté RH et recrutement, éventuellement pour avoir un pied dans le pays, et après, au bout de 2-3 ans, s'en aller et tenter leur chance dans le pays. Donc, vous voyez, 2 contextes, même boîte, 2 contextes différents, envers mes clients très sélectifs, et pour moi, pas du tout. Donc, de nouveau, quand vous envoyez votre CV, vous ne savez pas où est-ce que vous êtes, dans quel contexte vous allez tomber. Pareil, là, seconde activité, j'ai vendu mes parts, investisseurs, tout ça. J'ai racheté une boîte qui faisait des 4x4, bon voilà, donc compétition rallye raid, le Dakar et compagnie. Et l'idée, c'était que là, pour le coup, j'avais 25 salariés, je n'avais pas les moyens de recruter. À part effectivement, voilà, quelques contrats de qualif en mécanique, évidemment, je n'avais pas les moyens de recruter. Sauf que j'ai reçu un jour une lettre de motivation manuscrite de 3 pages dans lequel le type expliquait qu'il suivait tous nos résultats sportifs, qu'il savait qu'on travaillait sur un projet secret, bon maintenant il n'est plus secret, c'est le Rénovation qui est là, et qu'il était vraiment au courant de tout. Le type était à Chambéry et nous proposait un rendez-vous. Mon associé et moi, 2 jours plus tard, nous étions à Chambéry pour rencontrer ce fou, cet uluberlu. Une lettre manuscrite, enfin, on était en 2012 même, enfin, n'importe quoi. Et le gars était passionné et nous connaissait. Donc c'est nous qui avons fait la démarche. Donc de nouveau, voilà, compliqué de vous dire, laissez tomber la lettre de motivation, mettez tout sur le CV, on ne sait pas. Parce que de nouveau, vous pouvez très bien tomber sur une petite start-up qui, au contraire, cherche plus des amis ou des associés que simplement des collaborateurs. Et la lettre de motivation bien fichue, ça peut tomber dans le mille. Je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet et vous parler de tout ça. Voici tous les outils dont vous disposez aujourd'hui pour faire parler de vous, pour vous faire connaître au-delà du CV. De nouveau, attention, portez votre attention sur qui vous donne des conseils sur le CV, les lettres de motivation ou comment faire votre profil social. Méfiez-vous. Toujours prenez un petit peu de recul par rapport à la personne. Est-ce que cette personne est dans une entreprise et elle va vous dire comment faire le CV pour rentrer dans son entreprise? Et ça risque peut-être pas de marcher ailleurs. Est-ce que cette personne, la dernière fois qu'elle a cherché un job, on payait en francs ou la tectonique était à la mode, enfin, vous voyez l'idée? Et dans ce cas-là, peut-être qu'il n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Donc, gardez l'esprit critique et ne faites pas forcément bêtement ce qu'on peut vous conseiller de faire. Alors, on va parler de tout ça et évidemment, on va commencer par le principal, toujours le principal aujourd'hui, le CV. Alors le CV, personnellement, j'appelle ça une bouée. C'est une bouée parce que ça sert à 2 choses. La première, ça sert à apprendre à nager. Donc là, c'est votre niveau, vous apprenez à nager, vous êtes en alternance, vous êtes en stage, bravo, vous avez quand même scoré une belle marque. Ça fait toujours bien sur son CV, bien joué. Maintenant, ça va être également le moment de valoriser ce CV, valoriser cette marque, soit pour rester dans la marque, soit pour en trouver une autre aussi belle. Ça, c'est le côté bouée pour apprendre à nager. Ensuite, il y a une autre utilité pour le CV, c'est la bouée de sauvetage. Vous êtes dans une boîte où d'un seul coup, vous apercevez au bout de 2 semaines que vous êtes avec un manager
maniaco-dépressif ou pervers narcissique, où finalement vous apercevez qu'on vous a menti sur l'activité de votre job et que ça allait être complètement autre chose et que vous détestez. Et dans ce cas-là, c'est pas mal effectivement d'avoir un CV pour l'envoyer à la terre entière pour essayer de trouver un plan B vite fait. Donc ça, c'est les deux usages du CV. Là où, de nouveau, je répète ce que je vais essayer de vous emmener, c'est de faire en sorte que finalement, par la suite, d'ici, on va dire 2, 3, 4 ans, le CV ne soit pour vous qu'un papier administratif qu'on va vous demander après vous avoir recruté. Parce qu'on aura vu ce que vous faites, parce qu'on connaîtra la valeur de votre travail, parce que vous serez visible sur ce que vous aurez fait. Et que finalement, c'est ça qui va donner envie à un recruteur de vous rencontrer. Et pas le bout de papier, rentrer dans un ATS qu'on aura trouvé via le mot-clé ingénieur, aisier ou que sais-je. À votre avis, lequel de ces CV est le mieux foutu? Je vous donne la réponse. Ces CV sont tous géniaux, mais pas pour n'importe quelle entreprise. Si vous tombez dans une petite boîte qui imprime ces CV, déjà, non, ça ne va pas le faire. On a sauvé la planète, tout ça. Le papier, on ne fait pas ça. Donc imprimer sur fond noir. Par contre, effectivement, si vous êtes dans le design, si vous êtes graphic designer, si vous êtes dans le web, etc., ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être une bonne idée, voire même une très bonne idée, parce qu'en même temps que vous écrivez le CV, vous montrez de quoi vous êtes capable. Seconde série. Là, cette fois-ci, lequel est le moins bien? Sous l'œil d'un ATS. Donc la machine qui va scanner le CV et qui va récupérer les données. Bah, c'est plutôt celui de droite. Voilà, parce qu'en fait, c'est simplement pour les hobbies où il a mis les logos au lieu de mettre les noms, c'est tout. Mais sinon, ils sont tous bien, évidemment. Sauf celui de gauche, là, quand même. Quand je dis les ATS, tout ça, mais quand même. Et voilà. Et ça, c'est un CV que j'ai reçu il y a 2 semaines. Donc c'est 2018, hein, c'est pas 2003. Donc moi, j'ai pas d'ATS. Aujourd'hui, je recrute vraiment au compte-gouttes. Moi, ça me donne pas envie de lire. Tout ça pour dire que le CV, vous pouvez faire un petit peu looker le CV, mais pas trop. Soyez pas trop gourmand. Puis en plus, le bon goût, c'est toujours pareil, c'est une question personnelle. Et pensez toujours que si vous envoyez votre CV à une grosse boîte, le CV sera d'abord scanné par une machine qui va identifier les mots-clés. Et d'ailleurs, en parlant de mots-clés, le sujet est là. Première chose à faire quand on veut faire un CV qui fonctionne socialement, donc comme le social dans réseau social, première chose à faire, c'est de réfléchir aux mots-clés de votre métier, de votre secteur d'activité. Quels sont les mots-clés? Donc, je ne sais pas, prenons ressources humaines, vous avez RH, vous avez ressources, vous pensez simplement en termes de comment SEO en fait, simplement vous prenez les mots-clés de votre job, de votre métier, voire même de votre activité, enfin le poste que vous occupez au moment donné où vous faites ce CV. Donc vous allez avoir une liste, on va dire, de 20, 30 mots-clés. Même si vous n'avez fait qu'un stage, vous êtes en alternance et vous avez fait 2 stages avant, vous allez vous voir que d'un seul coup, vous dites, ah, ça fait quand même pas mal de mots-clés. Ça, c'est la première étape. Seconde étape, ces mots-clés, vous allez les compléter avec un résumé. Alors le résumé, vous savez, c'est ce qu'on appelle, c'est en anglais beaucoup, on appelle ça un résumé, pas un CV. Parce qu'en anglais, il y a une différence très claire. Un CV, c'est genre une page, c'est un flyer. Alors que le résumé, c'est quelque chose qui rentre beaucoup plus dans le détail de votre expérience. Et donc, écrire un résumé, c'est tout ça, c'est les 4 choses qui sont là. 1, c'est les compétences que vous avez développées et utilisées lors de ce stage ou cette alternance. 2, ce sont les résultats que vous avez soit amenés, soit auxquels vous avez participé, soit auxquels vous n'avez rien fait, mais votre service, le service dans lequel vous avez travaillé a obtenu ces résultats, vous les mettez. Ensuite, vous avez évidemment les responsabilités que vous avez. Ça, c'est facile. Les Français ne font que ça, en fait. Donc, quand on lit un CV de Français, c'est responsabilité, point barre. Voilà, fastoche, enfin, un truc de feignant. Vous prenez vos descriptions de fonction. Ah bah voilà, je faisais ça. Voilà. Eh ben, je suis désolé, mais en tant que recruteur qui veut faire un peu son boulot de façon correcte, bah, moi, ça me saoule. Et en plus, en tant qu'Australien qui avait une agence de recrutement, bah, ça ne me servait à rien. Parce que derrière, je n'allais pas juste vendre vos responsabilités à un client. Je voulais en savoir davantage. Hein, je payais des gens pour réécrire les CV des candidats pour les rendre un peu plus sexy et vendeurs auprès du client. Et le troisième, ce sont les acquis. Alors les acquis, c'est globalement, qu'est-ce que vous avez appris de ce stage?
Et ça peut être beaucoup plus humain que simplement technique. Ça peut être, j'ai appris à travailler avec quelqu'un d'une autre génération que moi, qui écoute les grosses têtes. J'ai appris à travailler avec une personnalité compliquée. J'ai appris à travailler dans un environnement multinational, avec des personnes de différents pays qui voient les choses de façon différente. Voilà, tout ça, vous le notez. Parce que ça, en fait, ce dernier-là, acquis, c'est un peu particulier parce que c'est quelque chose qui va vous donner des bonbons, on va dire, pour pouvoir discuter lors de l'entretien de recrutement. Et de pouvoir décaler l'entretien, ou lorsque la personne vous dira « Alors, racontez-moi votre stage ou votre alternance à Thales », vous allez plutôt de lui reprendre « Bah voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça », vous allez lui dire « J'ai appris à ». Et là, personnellement, enfin, face à la concurrence avec d'autres personnes, je pense que déjà vous prenez un avantage certain. Voilà. Et évidemment, dans le texte que vous allez écrire qui prend ces 4 choses, vous utilisez tous les mots-clés que vous avez identifiés auparavant. Ils doivent tous y être. Et si ça ne rentre pas, alors vous ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit, vous les mettez à la fin d'une ligne en blanc. Comme ça, s'ils impriment, ça ne se voit pas, et hop, l'ATS va l'aspirer. Ce n'est pas moi qui vous l'ai dit. Voilà. Hop, voilà. Et ensuite, alors, je ne sais pas combien de stages vous avez. Certains d'entre vous en ont peut-être 2 ou 3. 3, c'est le maximum quand même. Bon, on va dire. Mais malgré tout, malgré que ce soit que des stages, d'un seul coup, vous allez voir que vous allez vous retrouver avec une page et demie, voire 2 pages. Vous n'avez même pas commencé à travailler, vous avez déjà 2 pages sur votre CV. Là, il va se passer 2 choses avec ces 2 pages. Ces 2 pages vont vous servir de fondation. Première chose, vous allez récupérer telles quelles ces 2 pages et vous allez les foutre sur LinkedIn, voire sur Do You Buzz, si vous connaissez Do You Buzz, on va reparler tout à l'heure, telles quelles. Vous les remettez dans les bonnes cases, voilà, parce que lorsque quelqu'un va chercher sur LinkedIn, de nouveau, ce sont les mots-clés. Donc, comme vous aurez maximisé les mots-clés dans ce que vous aurez présenté et qu'en plus, vous allez donner du contexte à ces mots-clés, voilà, c'est vraiment l'idée de donner envie aux recruteurs de vous contacter. Seconde chose, pour les recruteurs de la vieille école, vous allez faire un résumé du résumé. Donc, vous allez vos 2 pages, 3 pages, vous allez en faire une seule page. Et qui sera de toute façon vachement mieux foutu que ceux qui sont passés directement de « qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui » au CV, parce que vous aurez eu cette réflexion avec les résultats, les acquis et les compétences. Ce qui fait que déjà, vous n'allez pas mettre dans votre CV que « j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Vous allez aussi mettre du « j'ai appris à faire ça et j'ai eu tel résultat sur tel projet ». Donc aussi, ça va faire sa différence. Là, pour le coup, le CV papier va donner simplement une envie, ça va être simplement un flyer qui devrait donner envie à un recruteur d'aller en savoir plus sur vous. Autre chose, sur le CV, j'ai mis 2 choses. Une chose en haut qui va être le lien vers LinkedIn, ou vers Do You Buzz, ou vers votre blog si vous avez un blog. Et en bas, alors à valider avec Vincent quand vous allez le voir, j'ai rajouté ces 2 petites phrases. Alors ça, c'est post GRPD, qui donne l'autorisation en fait aux recruteurs d'utiliser votre CV à toute fin utile sur d'autres métiers et de vous positionner ailleurs. Bon, ça ne sert à rien parce que de toute façon, il le fera ou il ne le fera pas, mais en tout cas, ça montre que vous suivez l'actualité et que vous êtes là pour aider le recruteur à vous aider. Et en dessous, j'ai mis référence fournie sur demande, Recommendation Upon Request en anglais, parce que les recommandations deviennent de plus en plus importantes. Alors auparavant, je disais ça uniquement sur l'Australie, l'Angleterre et les États-Unis, où c'est forcé, on va vous demander entre 2 et 3 personnes à appeler pour valider que vous êtes quelqu'un de bien. Et en France, ça commence de plus en plus à arriver. Donc là, conseil du chef, vous fâchez avec personne. Et seconde chose, n'oubliez jamais de demander des recommandations à votre manager, à votre N+1, à la terre entière, même à vos collègues dans la boîte, à vous recommander les uns les autres, parce que ça commence à devenir de plus en plus important. Ensuite, voilà, le truc dont je vous parlais tout à l'heure, l'ATS. Si vous cherchez un job à l'étranger, parce que le système n'existe pas encore en France, je lève des fonds, je devrais lancer un crowdfunding là-dessus, mais il existe un logiciel, ça s'appelle Resonate,
dans lequel, d'un côté, vous rentrez, vous mettez simplement votre compte LinkedIn et votre CV, et de l'autre, vous copiez-collez l'annonce. Et Résunet va vous donner un pourcentage de matching des mots-clés entre votre CV, votre profil LinkedIn et l'annonce en question. Ce qui va vous permettre de retravailler le CV et votre profil LinkedIn en fonction de l'annonce. Donc de nouveau, ce n'est pas moi qui vous l'ai dit. Et ça n'existe pas encore en français. Mais j'y travaille. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Le CV en ligne. Alors ça aussi, ça peut être intéressant. Est-ce que vous connaissez Do You Buzz? Personne ne connaît Do You Buzz? D'accord, très bien. Alors, en fait, c'est une petite boîte de Nantes qui existe maintenant depuis 10 ans et qui propose en fait de faire un LinkedIn mais plus sexy, plus visible. Ça ressemble plus à un mini-site. Donc pour ceux qui n'y connaissent rien en WordPress ou même qui ne connaissent pas Strikingly ou que sais-je, ou Wix, en ce moment, échapper à Wix c'est compliqué, vous avez Do You Buzz qui propose une version gratuite dans laquelle vous allez pouvoir mettre tous les éléments dont je vous ai parlé dans le résumé, avec les résultats, les compétences, etc. Et en plus, c'est plus joli à regarder, c'est plus sympa pour le recruteur, et de nouveau, ça vous fait une case en plus quand quelqu'un va vous chercher éventuellement sur Google, ou chercher vos compétences sur Google. Ça fait une chance de plus d'être trouvé. Donc Do You Buzz. Ensuite, je continue avec la lettre de motivation. Alors, la lettre de motivation, aujourd'hui, 99% des recruteurs vont vous dire « moi, je ne la lis pas, je la jette à la poubelle ». Alors, ce serait facile de croire que c'est parce que ça ne sert à rien. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, surtout les étudiants qui envoient des lettres de motivation font de la merde. Parce que vous avez dû regarder sur Google lettres de motivation type, et à la fin, on reçoit toutes les mêmes, c'est les mêmes lettres qui ressemblent avec les mêmes mots. J'en ai même vu dernièrement avec je vous prie d'agréer, monsieur, les expressions. Enfin, mais merde! Non, c'est pas ça. La lettre de motivation, sans aller jusqu'au cas de Frédéric, tout à l'heure je vous ai parlé avec le mec avec ses 3 pages manuscrites sur je vous suis, je vous stocke sur Internet, je sais ce que vous faites et je connais votre secret, ce que vous avez fait l'été dernier, sans aller jusque-là. D'ailleurs, en parlant de sans aller jusque-là, mollo sur. Parce que je sais que les recruteurs n'ont pas le droit, normalement, de voir qui vous êtes au-delà de votre CV. Par contre, il n'y a rien qui vous interdit, vous, d'aller voir qui sont les recruteurs. Donc je dis mais mollo parce que 90% chez des étudiants vont essayer de trouver des infos un peu perso. J'ai été la première victime. La première fois, je me suis fait avoir, mais après, j'ai bien vu le coup venir. De trouver des passions, des choses qui sortent du profil du recruteur pour éventuellement essayer de le placer pendant l'entretien. Ça a eu marché, mais ça ne marche plus depuis au moins 2004. Donc vous oubliez. Une lettre de motivation, sérieusement, c'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on cherche un emploi, on répond à 3 annonces par jour. Parce que ce qui prend le plus de temps, ce n'est pas de cliquer, d'envoyer le lien directement sur votre LinkedIn, évidemment. C'est d'avoir une vraie approche sérieuse, limite holistique, sur la lettre de motivation. Comment est-ce que je montre au recruteur que je suis sincère dans le fait que je m'intéresse à sa boîte. Voilà. Et comme dans les lettres de motivation, alors ça c'est un chiffre perso, mais on va dire qu'une lettre de motivation sur 5 n'a pas le bon nom d'entreprise en haut, parce que copier-coller, je me suis sûr que vous avez tous fait avoir au moins une fois, ça ne marche pas. Donc la lettre de motivation, limite, ce que je pourrais vous dire, si vous avez une entreprise et le poste vous dit moyen, alors moi, en tant que recruteur, je vous dirais, répondez pas parce que vous allez faire chier le recruteur pour rien, qui va passer du temps à votre CV, c'est une perte de temps. Mais si le poste correspond vraiment à vos compétences et bon, ça peut le faire, ok, postulez et perdez pas trop de temps sur la lettre de motivation. Par contre, si vraiment la marque, la boîte, le métier, le boulot préposé vous fait triper, là, dans ce cas-là, passez du temps sur cette lettre de motivation, elle peut faire la différence. Ensuite, nous avons évidemment les réseaux sociaux pro et les réseaux sociaux de secteur. Je ne veux pas trop m'étaler sur les réseaux sociaux du secteur. Normalement, vous les connaissez s'ils existent. Il y a des réseaux sociaux pour les ingénieurs, il y a des réseaux sociaux pour les développeurs. Vous avez des communautés pour les RH, pour la com, blablabla. Vous pouvez les trouver vous-même, pas besoin de moi. Par contre, le réseau social professionnel, évidemment, est hyper important. Alors, déjà, qui parmi vous est sur Viadeo ?
Très bien. Alors, je ne vais pas dire Viadeo, c'est pour les losers, mais n'empêche que si vous cherchez un boulot dans le sud de la Franche-Comté, voire jusqu'au nord de la Bourgogne, ouais, Viadeo, allez-y. Ça peut être pas mal. Sauf que moi, les demandes que je continue d'avoir sur Viadeo, j'ai finalement réussi à trouver, parce que c'était bien caché comment supprimer son compte, mais c'était des losers, je savais bref. Non, mais voilà. Donc si vous êtes encore sur Viadeo, je vous propose dans ce cas-là d'aller vous inscrire sur Copain d'avant et sur MySpace. Comme ça, vous avez la trilogie, on est pas mal. Après, Viadeo peut revenir. Mais voilà, l'image attachée avec Viadeo aujourd'hui, l'attachez pas à votre candidature alors que vous êtes tout neuf, tout beau, tout diplômé, vous êtes chez Thales, l'abîmez pas bêtement. Donc, en vrai, c'est LinkedIn. Première chose, évidemment, quand le petit pitch, vous ne mettez pas ça. Hein. Vous ne mettez pas des trucs un peu trop fun. Je suis ninja en développement et en base de données SQL, machin. Non. Parce que vous risquez de tomber sur Bob qui a 50 ans et ça ne va pas le faire rigoler du tout. Donc, première chose, votre photo, évidemment. Alors, la photo, ce n'est pas une photo Tinder, ce n'est pas un selfie, ce n'est pas une photo de connasse d'Instagram. C'est pas, voilà, c'est on sourit, fossette, émail, là, on y croit et on prend la photo parce qu'on donne envie aussi, voilà. Par contre, sauf pour les demoiselles, voilà, il se trouve que j'ai quelques amis qui sont très jolis et qui me disent j'ai 5000 contacts sur LinkedIn, je suis au chômage depuis 2 ans, les gens me rajoutent juste pour la photo. Ouais, il y en a encore. Et voilà, les beaux gosses aussi, méfiez-vous. Donc attention, de nouveau, même si je suis très mal placé pour vous dire ça, parce que moi j'accepte tout le monde, parce qu'aujourd'hui je suis plus dans une approche de faire grossir ma communauté et faire connaître mes vidéos sur YouTube, No One is Eleven, abonnez-vous. N'empêche que vous feriez mieux quand même de sélectionner qui rentre sur votre LinkedIn, un peu comme vous le faites maintenant sur Facebook. Hein, si vous avez des commerciaux machin qui vous contactent alors que vous êtes ingénieur en développement machin, non, vous allez vous faire emmerder. Donc n'acceptez pas comme ça. Autre chose, de votre côté, ne contactez pas la terre entière. Les gens ne sont pas des timbres. Donc, vous pouvez avoir une collection de timbres sur le côté, mais ce n'est pas sur LinkedIn que ça se passe. Donc ne cliquez pas sur toutes les propositions que LinkedIn vous fait, sauf si, évidemment, ça peut répondre à un job que vous visez. Dans ce cas-là, allez-y. En plus, vous êtes stagiaire ou en alternance, et, voilà, et vous avez une force incroyable. Enfin, vous en avez même 2. La première, vous êtes des putains de millénials. Et aujourd'hui, on écoute ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous sentez, les problèmes que vous avez. Il y a des gens qui se réunissent dans des salles sombres pour en parler, du marketing pour les millénials, et de savoir quel est l'avenir que nous, on va leur laisser, etc. Donc, première force. Et seconde force, vous êtes stagiaire ou en alternance. Donc, vous pouvez très bien écrire au directeur du marketing ou de la com en lui disant voilà, je suis actuellement en stage, Thales, tac, on place Thales, et je cherche actuellement, là, je réfléchis actuellement sur le sens de la vie, ou en tout cas sur la direction de ma carrière. Est-ce que vous auriez un peu de temps, blablabla. Il ne répond pas, c'est simple, c'est un con. Par contre, il y a pas mal de chances qu'il vous réponde et qu'il soit prêt à répondre à vos questions. Et là, ça peut être pas mal parce que là, vous avez une porte d'entrée pour au moins obtenir le nom, je sais pas, des personnes qui recrutent, du type de poste qu'ils sont en train de rechercher, du type de valeur, parce que ça devient de plus en plus important que l'entreprise dispose, et du type de compétences qu'ils recherchent, si je ne l'ai pas déjà dit. Donc là, c'est génial. Vous avez Thales plus votre situation actuelle. Ça va vachement moins marcher quand vous aurez 50 ans, faites-moi confiance. Ensuite, toujours sur LinkedIn, voilà, ça peut être pas mal d'identifier les gens qui sont dans la boîte, quand vous êtes dans la boîte, et d'essayer de les rencontrer. Parce que l'objectif d'un stage, ne nous cachons pas, c'est peut-être, allez, on va dire à 10% ou 20% d'apprendre quelque chose. En vrai, à 50%, c'est d'avoir votre coup de tampon de la belle marque qui va finalement donner de la valeur aux 3, 4, 5, 6, 7 ans que vous êtes tapé avant de faire, si vous êtes en alternance. Et c'est également, et ça surtout, c'est l'occasion de créer des relations. J'espère que vous faites, certes, vous allez faire les stages, vous allez faire le CV, l'atelier, machin, etc. Et parce que c'est extraordinaire. Thales, c'est la seule boîte que je connaisse qui fasse ça. Maintenant, la vraie ressource et ce qui est vraiment important, c'est que vous vous parlez entre vous. Sérieusement, parce que là, il y a peut-être le futur PDG de Thales qui est là. Bon, alors, d'ici que ça arrive, on sera tous en taxi volant, mais bon, voilà, ça va arriver. Il y aura peut-être des gens qui vont créer des boîtes.
je pense que l'autre ressource, à part profiter de ce que Thales vous offre, c'est vous-même en fait. Donc passez du temps à vous connaître, à vous parler entre vous, et voilà, soyez pas timide, ça ce serait dommage pour commencer une bonne carrière. Les recommandations. Je vous ai dit tout à l'heure, demandez des recommandations. Les recommandations sont importantes, vous les mettez là, vous les mettez sur LinkedIn. Vous regardez un profil de LinkedIn d'un Français et d'un Américain. Un Français, il a, comme moi, il a 2 recommandations qui se battent en duel. Un Américain, s'il n'en a pas 30 ou 40, on se pose des questions. Et comme on va toujours dans ce sens-là, pensez aux recommandations. Pensez à demander, avant de quitter votre job, une recommandation écrite de la part de votre chef ou de collègues avec qui vous avez collaboré. Et s'ils n'ont pas le temps, écrivez-la pour lui. Vous lui soumettez, puis vous verrez ce qu'il en dit. Vous lui faites gagner du temps. Et dernière chose sur LinkedIn, les mots-clés. Alors, en fait, vous avez remarqué, des gens peuvent déterminer que vous êtes bon en compétences. Alors, c'est génial parce que là, j'ai tout ça, ça vient de mon compte. Ce qui est drôle, c'est que c'est des gens que j'ai jamais rencontrés qui disent ça. Donc, c'est super. Donc, en vrai, c'est pas sérieux, mais en même temps, en termes de SEO et d'être identifié sur ces mots-clés, c'est pas mal. Parce que ça peut permettre de faire ressortir votre CV, votre profil dans LinkedIn plus facilement si ces mots-clés sont présents. Donc de nouveau, demandez aux gens avec qui vous êtes en contact sur LinkedIn et que vous connaissez et auxquels vous avez déjà vous-même donné telle ou telle compétence, de faire pareil sur votre profil. On ne sait jamais. Le blog, le microblogging, ok, vous pouvez le mettre dans votre CV, mais uniquement si ça sert à quelque chose. J'ai reçu un CV dernièrement, alors voilà. Alors la fille, elle est géniale, elle est ivoirienne et féministe. Je trouve ça extraordinaire, je trouve ça beau. Mais techniquement, pour un poste de journaliste, je m'en tamponne. En plus, sur son LinkedIn, elle n'a aucun... Ah si, elle en a un. Elle a un retweet, mais elle n'a aucun message, il ne se passe rien, c'est mort. Il n'y a aucune connexion. Donc moi, je cherchais quelqu'un pour faire du contenu. Je suis désolé, mais non, next. Et après, il y a tout le reste. Et là, tout le reste, c'est très simple. Si vous êtes dans le graphisme et vous avez un portfolio, vous allez sur Behance, vous ne vous posez pas de questions. Ah oui, tiens, question. Qui parmi vous pense que les recruteurs utilisent Facebook pour en savoir un peu plus sur vous? Très bien, ok. Alors ça, c'est une étude de Job Teaser qui date de maintenant il y a 5 ans où il disait que 80% des candidats pensent que les recruteurs vont sur Facebook pour en savoir un peu plus que vous. Et effectivement, sur toute ma carrière, qui a commencé pas la semaine dernière, ça m'est arrivé une fois, quelqu'un me dise, effectivement, là j'avais ce stage dans cet endroit, dans cette boîte, et effectivement, le recruteur savait des choses que j'avais mis en privé. Voilà, sauf que vous ne faites pas de stage à la Maison-Blanche dans ce cas-là. Voilà, c'est la seule fois. Et effectivement, ça m'a été confirmé par un garde du corps d'Obama, machin, qui me disait « Ouais, on a des moyens, vous inquiétez pas, on voit tout, vous ne rentrez pas comme ça. » Donc, non, c'est une connerie, évidemment, c'est une légende urbaine. Le recruteur 1 n'a pas le droit, 2 n'a pas le temps. Et 3, qu'est-ce qu'il en a à foutre, aucun intérêt. Puis, évidemment, le dernier pour conclure, une fois que vous avez fait tout ça, là, vous allez sur Google. Et là, vous allez voir si le travail que vous avez fait sert à quelque chose. Pas sur votre nom, on s'en fout de votre nom. Parce que les recruteurs ne connaissent pas votre nom. Le recruteur, il cherche des compétences. Donc, vous regardez par rapport aux compétences ou par rapport au nom de poste sur lesquels vous vous positionnez, si vous ressortez ou pas. Bon, après, rien ne vous empêche de le faire avec le nom pour voir un peu ce qui sort, mais ce n'est pas le sujet. Pour conclure et terminer, j'ai juste 2-3 choses à vous dire. La première, c'est que rechercher un job aujourd'hui, donc ça demande de la présence sur le net, sur les réseaux, mais c'est également un sport collectif, parce que ça peut être très bien entre vous. Si vous voyez une annonce passer qui ne vous convient pas, mais qui convient à votre pote qui cherche dans le domaine, eh bien, vous lui transférez. Et comme ça, vous attendrez peut-être de lui aussi qu'il fasse la même chose. On cherche un boulot ensemble et on se partage les connexions et les contacts ensemble. Ensuite, la seconde chose, c'est que finalement, si tout va bien, vous allez passer à un autre niveau. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, vous n'allez plus bachoter pour trouver un job, vous aurez toujours une présence. Donc, c'est-à-dire que vous allez toujours mettre à jour votre profil LinkedIn. Vous allez toujours documenter les projets sur lesquels vous travaillez. Bon, évidemment, sauf si c'est top secret, etc. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais vous allez garder une trace de ce que vous faites et vous allez garder à jour votre profil. Parce qu'aujourd'hui,
J'allais dire c'est comme Tinder. Ouais, bon, malheureusement c'est un peu comme Tinder. On est peut-être dans une relation, mais on est quand même à l'écoute du marché. Alors c'est pas comme Tinder, faut pas, c'est pas bien. Mais donc, comme quoi les images sont assez, il y a parfois une limite. Donc attention, aujourd'hui on reste toujours à l'écoute du marché et on reste toujours en phase avec le marché, en phase avec ce que recherche le marché. Et donc vous qui faites partie de cette génération de milléniaux, je vous en ai déjà parlé, qui allez connaître les voitures automatiques, qui allez connaître les taxis volants de Uber, machin, et qui allez connaître l'arrivée de l'intelligence artificielle. Bon alors, je vous vends la mèche, hein, l'intelligence artificielle c'est comme la paix au Proche-Orient, hein, ça va arriver mais c'est pas tout de suite. Mais vous allez connaître tout ça. Vous devez savoir que, qu'aujourd'hui, votre présence devient de plus en plus importante, que vous êtes une marque et que ce que je voulais vous dire surtout, c'est attention, si vous vous retrouvez dans un job dans lequel vous tombez dans une routine ou dans lequel il y a des décisions qui doivent être prises très rapidement, parce que ce sont les deux types de jobs qui vont être automatisés les plus rapidement. Donc méfiez-vous. Les jobs aujourd'hui que l'on dit safe, ce sont les jobs dans lesquels on vous demande d'être créatif, d'être proactif, d'être à l'écoute des tendances, d'être curieux, d'être dans l'empathie avec les autres. Ce sont les jobs qui sont pour l'instant safe. Et donc, bonne chance. On va prendre 2-3 minutes pas 2-3 minutes même plus, pour des questions-réponses. Mais... En étant encore stagiaire, c'est pas bullshit d'être trop présent sur les réseaux sociaux? Non, à partir du moment où vous n'exagérez pas et que vous faites vraiment vous partagez ce que vous avez vraiment fait, mais au contraire, vous allez montrer que vous êtes connecté, que vous êtes à la page, que vous connaissez votre sujet. Et non seulement votre sujet en tant que professionnel, vous faites quoi? C'est quoi votre job? Ingénieur. Non seulement dans votre job d'ingénieur, mais également dans les réseaux, les communautés, etc. Et moi, en tant que patron, ça me fait dire, tiens, ce type, c'est pas mal parce qu'il va me permettre d'économiser en formation, parce qu'il va être capable de lui-même d'apprendre les nouveaux langages et de se démerder, de se dépatouiller des problèmes qu'il peut avoir grâce à son réseau. Donc au contraire. Et ça, c'est le gros syndrome de l'imposteur. Google, syndrome de l'imposteur, on est tous passés par là, bravo. Est-ce que l'alternance est une expérience professionnelle? Voilà. Et de toute façon, les entreprises qui ne considèrent pas que c'est une expérience, c'est peut-être aussi à vous de ne pas les sélectionner. Parce que ça donne aussi peut-être des valeurs d'entreprise dans lesquelles les personnes qui commencent leur carrière ne sont pas valorisées, ne sont pas écoutées. Donc c'est peut-être pas pour vous, pour personne en fait. Que pensez-vous du recrutement collectif? C'est vrai que je sais pas, ça fait un peu à l'ancienne. Pour moi, c'est vrai que maintenant tout passe plutôt sur les tests, etc. De nouveau, on va demander ce que M. Thalès en pense, mais personnellement, je me méfie un peu de ce genre de choses. Mais en tout cas, si vous avez un entretien collectif, de nouveau, valeur de la boîte, c'est-à-dire que ça va être plutôt orienté sur la compétition. Puisqu'on en met plein, il n'y a qu'un job au milieu. Déjà, côté valeur, moi je trouve ça un peu limite. Seconde chose, vous trouvez quand même là-dedans parce que c'est pas mal. Première règle, vous écrasez pas les autres, vous écoutez, mais vous utilisez un terme que les consultants aiment bien en ce moment, l'assertivité. Voilà, assertivité, Google est ton ami. L'idée, c'est que lorsque vous ouvrez la bouche, c'est pour dire un truc qui tombe sur la table comme un claquement, quoi. C'est que tout le monde sait, hein? Voilà, faut trouver le bon moment. Et si vous avez, parce que vous allez passer des tests à un moment ou à un autre, les tests psychométriques, donc sur votre motivation, la personnalité, les centres d'intérêt, blablabla, ça traîne, il y en a plein partout. Évidemment, vous demandez à récupérer les résultats si on ne vous les propose pas, si on ne vous les donne pas. Vous les récupérez absolument, parce que ça peut vous servir pas mal pour la suite et notamment pour les entretiens. Merci à vous. Merci. Merci à toi. Merci.